Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Les défaillances d'entreprises et les suppressions de postes se multiplient en France. Chez Valeo, Michelin, Auchan, ils laissent présager un hiver difficile sur le plan social. Le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, a admis ce samedi s'attendre à de nouvelles annonces de fermeture de sites industriels. La CGT a même évoqué 150 000 licenciements à venir. L'occasion d'évoquer l'état de l'industrie française, son état hier, aujourd'hui et demain. Et j'ai envie de dire, nous sommes en compagnie d'Antoine Fouché. Vous êtes président du cabinet Quintet, spécialiste des questions sociales, ancien directeur de cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. En face de vous, Olivier Luancy, bonjour. Vous êtes Bonjour. enseignant à l'école des Mines, ancien délégué au territoire d'industrie, auteur de Réindustrialiser le défi d'une génération, tandis que vous, Antoine Fouché, vous avez publié Sortir du travail, qui ne paye plus, aux éditions de l'Aube. Et le point commun, l'un de vos points communs, c'est que vous avez été tous deux conseillers à différents titres de politique, de personnel politique. Muriel Pénicaud pour vous, je l'ai dit. Antoine Fouché, vous avez été, Olivier Luancy, conseiller industrie et énergie de François Hollande à l'Élysée. La première question que j'ai envie de vous poser tous les deux, c'est ce qu'est une politique industrielle. Nous ne sommes pas dans un pays administré, donc l'État a des leviers, mais quels sont-ils justement, Olivier Luancy, pour essayer de faire en sorte que l'industrie française aille mieux, qu'elle se développe? Que peut l'État? Alors on a longtemps considéré qu'une politique industrielle, c'était surtout de soutenir l'innovation par des subventions, par des accompagnements. Et exemple typique, c'est France 2030, 54 milliards, dont la moitié dédiée à la réindustrialisation par l'innovation de rupture, par les nouvelles filières. On a aussi considéré qu'une politique industrielle, c'était une fiscalité qui lui était favorable. On se souvient de la trajectoire, maintenant un peu ancienne, de la baisse des impôts de production. Et ce qu'on n'a pas tout à fait intégré, ou que récemment, c'est qu'en fait, une politique industrielle, c'est mettre en place un écosystème. Donc il faut aussi parler de foncier. Quand aujourd'hui, il n'y a plus de foncier pour des projets industriels, on n'est pas dans le cadre d'une politique industrielle très dynamique. C'est aussi du financement pour les PMI qui ont besoin de trouver des augmentations de capital, de quoi financer leurs nouveaux investissements. Et on a un système bancaire qui est rétif à ce type d'activité. C'est de la simplification, c'est de la formation, évidemment. Quand on a 60 000 postes vacants dans l'industrie, c'était le cas il y a quelques mois, on a une question à se poser sur l'attractivité de ces métiers, les formations. Et puis, c'est aussi de l'énergie décarbonée et bon marché, parce que l'énergie, c'est la sève de l'industrie. Donc, c'est tout un ensemble de politiques. On a eu tendance de regarder un ou deux aspects de cette politique-là. L'État peut tout parce que l'Europe veille. Malgré tout, on ne peut pas donner des subventions n'importe comment, j'imagine, Olivier Luancy. Alors l'État ne peut pas tout, on connaît tous cette phrase emblématique, mais l'État peut beaucoup de choses pour l'industrie. Il y a beaucoup de leviers qu'on n'a pas activés ou même qu'on a presque désactivés. Par exemple, la loi sur le zéro artificialisation nette, le principe est essentiel, il faut protéger la biodiversité, mais les règles dont on s'est doté sont tellement strictes qu'aujourd'hui, beaucoup d'industriels ne trouvent pas du foncier pour des nouveaux projets. Antoine Fouché. Oui, ce qui est le plus important, c'est ce que vient de dire Olivier, c'est l'écosystème, la création d'un écosystème qui fait que les industriels qui ont la possibilité de s'implanter un peu partout en Europe, voire un peu partout dans le monde, choisissent la France et pas un autre pays européen et pas un autre continent. Et ça, c'est l'ensemble des sujets qu'a évoqué Olivier, la fiscalité, la réglementation, l'énergie, éventuellement les aides qui peuvent être données aux différents industriels. Mais à la fin, c'est cet ensemble-là, c'est cette vision globale-là qu'on n'a pas eue et qui explique la situation dans laquelle l'industrie française est aujourd'hui. Et alors, justement, Olivier Luancy, si l'on prend cette situation, il y a des entreprises qui ne vont pas bien, qui licencient, comme par exemple Auchan, qui a des difficultés par rapport à ses concurrents. Et puis, il y a aussi des entreprises qui vont très très bien et qui licencient malgré tout. Autrement dit, est-ce qu'il est possible d'évoquer la question industrielle alors qu'en réalité, on est face à des problèmes très différents?
Alors, on a effectivement une période économique compliquée. Elle se traduit notamment par la situation budgétaire que tout le monde connaît. On a quand même une question spécifique sur l'industrie. Depuis une quarantaine d'années, le modèle économique qu'on a voulu suivre, c'est un modèle fondé sur la consommation, sur les services. Et on a eu un dénigrement de l'industrie. Nombre d'économistes nous expliquaient qu'on pouvait très bien vivre sans industrie, ce qui s'est révélé être faux à travers les crises qu'on a vécues. Absolument, ça on va y revenir, la préférence de la France ou de la politique, des politiques pour les services, mais il y a quand même des entreprises qui licencient, qui vont bien, Olivier Luancy. Ah oui, il y en a qui Michelin, licencient par et exemple, d'autres qui fait vont bien. des bénéfices importants et Michelin Ah. va licencier. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors on est là dans une équation qui est celle de recherche de rentabilité, sur laquelle c'est un peu difficile de s'exprimer seulement sur le sujet de l'industrie en l'occurrence, mais on a effectivement une situation où il y a des entreprises qui font des bénéfices, mais elles doivent le faire pour réinvestir et qui se restructurent. On a la question de la compétitivité qui est soulevée par François Ménégo, par exemple, le président de Michelin, à savoir est-ce qu'un grand groupe industriel a intérêt ou pas de continuer à développer une activité industrielle en France? Est-ce que nous sommes assez compétitifs? Est-ce que notre écosystème est séduisant, attractif, ou bien est-ce qu'il vaut mieux se développer ailleurs? Et par exemple, sur le cas de la France, ce que dit François Ménégo est de dire aujourd'hui on a un problème de compétitivité en France, j'ai d'autres activités en Europe qui fonctionnent mieux, et on a, nos questions franco-françaises à résoudre. Mais ce qu'on ne comprend pas, Antoine Fouché, alors si on prend Michelin, mais on peut parler aussi d'autres entreprises, c'est que Michelin avait offert un visage social en disant que les salaires des ouvriers de Michelin devaient augmenter, qu'il ne pouvait pas y avoir de Salaire salaire décent. trop faible chez Michelin. Et puis aujourd'hui, Michelin, alors qu'il y a, je crois, 2 milliards de bénéfices, annonce la fermeture de sites. On est bien d'accord qu'une entreprise doit être compétitive, mais justement, le problème, c'est de savoir où on situe la compétitivité, puisque quand hier Michelin annonçait qu'il fallait des salaires décents, eh bien, il décidait, pour des raisons qu'on comprend tous, de diminuer sa compétitivité ou en tout cas son bénéfice. Pas forcément diminuer la compétitivité avec un salaire décent, parce que ça fait que Non, vous ce avez que des je- salariés ce que plus je voulais dire, c'est que productifs, ça des allait salariés peser plus plus sur- attractifs, vous avez moins de turnover, vous avez une meilleure Non, organisation du travail. Donc le salaire décent, c'est un investissement qui fait que vous pouvez être plus productif et plus compétitif. Je Mais l'espère la aussi, situation- mais si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que Michelin avait décidé d'investir plus dans les salaires, et aujourd'hui, il décide de fermer ses sites. Oui, mais c'est pas, ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais c'est pas incompatible. C'est-à-dire que l'industrie est dans une compétition internationale. Et donc, quand vous avez la possibilité, ou vos concurrents ont la possibilité de produire la même chose moins cher ailleurs, si vous ne le faites pas, vous tenez pas dans la durée. Et donc, vous n'avez pas d'autre choix que de dégager la rentabilité nécessaire pour faire les investissements nécessaires, pour continuer à produire au bon coût, avec la bonne qualité, qui fait que vous allez toujours réussir à vendre vos produits dans le monde entier. Et donc, il y a, même si c'est assez contre-intuitif, il y a une corrélation, ou il y a une complémentarité entre le fait d'avoir des salaires décents qui garantissent une productivité, un investissement, une faiblesse du turnover, une bonne organisation du travail, une motivation, une fierté du travail, etc., de la part des salariés, et le maintien d'une rentabilité qui fait que vous avez les marges pour faire les investissements nécessaires et ne pas vous être dépassé par la concurrence internationale. Les deux vont de pair, en fait. Mais alors, justement, comment vous voyez les choses, Olivier Luancy, à cet égard? Alors, je vais me faire la référence un peu au rapport Draghi qui est assez récent. Alors, on est en Europe avec un modèle social, avec des ambitions environnementales. On a même, je dirais, ce que j'appelle un commerce éthique, c'est-à-dire qu'on refuse d'acheter du gaz russe pas cher à cause de la crise en Ukraine. Et cet ensemble de valeurs que nous avons se traduisent dans des exigences sur nos modes de production, dans notre mode d'organisation du travail, et engendrent des coûts. Et aujourd'hui, s'il y a une compétition à peu près équivalente, loyale entre les pays européens. Je dis à peu près parce que le salaire moyen en Pologne n'est pas le salaire moyen en France, mais globalement, on est dans le même univers de valeurs, de règles. Ce n'est pas le cas avec les États-Unis ou avec la Chine. Alors la Chine, on en a souvent parlé, c'est une main-d'œuvre qui est 5 fois moins chère que l'Europe. Les États-Unis, c'est un gaz qui est à peu près 10 fois moins cher que l'Europe. C'est un écart énorme.
Et à partir de là, c'est l'expression qui a été celle de François Ménégo, mais aussi de Luca Di Meo, le patron de Renault, de dire nous ne sommes pas dans une concurrence loyale et si nous voulons préserver notre socle de valeurs, nous avons besoin d'une politique commerciale qui nous protège. Une politique de compétitivité en Europe, oui, c'est nécessaire, c'est le modèle économique, la concurrence, l'innovation, l'émulation entre les différents acteurs, c'est notre modèle économique, mais il faut quand même se protéger d'univers, de continents qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous et qui donc structurellement n'ont pas la même structure de coût que nous. Voilà le point que je voulais là-dessus compléter. Antoine Fouché. Le point que vient de souligner Olivier Lanzi est fondamental et s'ajoute à notre handicap structurel sur l'industrie qu'on a hérité du passé. C'est-à-dire que nous n'avons pas fait le job, notamment en France, pour créer les conditions qui permettent de désindustrialiser le moins possible, parce que tous les pays occidentaux se sont désindustrialisés, la France beaucoup plus que les autres, mais nous n'avons pas mis en place cet écosystème fiscal, réglementaire, etc. S'ajoute depuis quelques années maintenant une politique industrielle hyper agressive des États-Unis et de la Chine qui aboutit à cette concurrence déloyale. Et là, où nous, Français et Européens, on est devant une situation, une question qui est est-ce qu'on s'en plaint? Et donc on va à l'OMC et en attendant, l'industrie française déménage à l'étranger ou s'affaiblit, ou l'industrie même européenne, ou alors est-ce que nous aussi, on n'est pas plus bête que les autres et que les Américains et que les Chinois. Et donc, on subventionne nos industries en disant si les Chinois font moi d'abord ou mon industrie d'abord, les Américains font moi d'abord ou mon industrie d'abord, les Européens ne peuvent pas être les seuls bons élèves du commerce international et se laisser manger des parts de marché qui, par ailleurs, aboutissent à des conflits sociaux de plus en plus importants sur notre territoire. Olivier Luancy, alors maintenant on peut parler de cette préférence française. Vous considérez qu'il y a une préférence française, vous n'êtes pas le seul, pour les services, qu'on a beaucoup misé sur les services et que c'est la raison pour laquelle on a considéré que l'industrie c'était sale, polluant et qu'il ne fallait pas nécessairement développer ça sur notre territoire. Oui, on a fait un choix de politique économique qui remonte à peu près au milieu des années 70, du post-industrialisme. L'idée générale, c'était de dire une nation se développe suivant une trajectoire très claire. Elle est d'abord agraire, puis après elle est industrielle, et enfin elle est tertiaire. Elle a une économie essentiellement de services. On a constaté que l'idée d'avoir une économie à 80% de services, c'était une impasse. Il y a plusieurs raisons à ça, qui sont assez faciles à énoncer. Un, on l'a vu pendant les crises récentes, on a un problème de souveraineté quand on est qu'une nation de services, parce qu'on ne produit plus des biens essentiels. On l'a vu sur les vaccins, c'est un produit assez sophistiqué, mais même des masques, produit qui nous paraît plus simple à fabriquer même qu'un vaccin. C'est un premier sujet. Et puis le deuxième sujet qui nous a sauté au visage pendant la crise des Gilets jaunes, c'est que si vous faites une économie purement de services, les services à haute valeur ajoutée vont se concentrer dans les métropoles. Je suis originaire d'Albertville, j'adore ma ville d'où je suis né, mais on va pas y mettre un plateau de trader ou un cabinet d'avocats d'affaires. Par contre, on peut y installer de très belles usines 4.0 qui vont permettre à ce territoire de se développer, d'offrir des bons emplois, des belles carrières à l'ensemble des habitants de ce territoire. Et en faisant le choix d'une économie de services, en fait, nous avons concentré la richesse sur de très belles métropoles dont nous pouvons être fiers, mais il y a une nécessité de rééquilibrer cette répartition de richesse, cette cohésion territoriale. Et encore une fois, si on n'a pas une cohésion sociale et territoriale dans notre pays, je me demande comment on va faire pour affronter les défis qui sont devant nous pendant la prochaine décennie. Et justement, Olivier Luancy, par rapport à ça, il y a un chiffre, alors c'est pas un chiffre magique, mais il y a un niveau donc du PIB, de la richesse intérieure produite qui devrait être apportée par l'industrie. On l'a fixé à 15%. Vous considérez que ce chiffre cible, puisqu'on n'y est pas, est irréaliste. Aujourd'hui, on est plutôt à 12%. Oh non, on est même en dessous, on est à 10%. Et donc, pourquoi, selon vous, l'idée qui était une idée gouvernementale, vous avez remis un rapport en disant que ce chiffre de 15%, il était irréaliste, et le rapport, si je me souviens bien, est resté dans le tiroir ? C'est un peu ça. Alors, le chiffre de 15%, d'abord, il tombe pas de nulle part. 15%, c'est à peu près la moyenne de la création de richesse par l'industrie dans les pays européens.
Donc, en disant 15%, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure formulation, d'abord sur la forme, parce qu'on aurait pu expliquer aux Français, notre objectif est de rejoindre la moyenne européenne. Nous en sommes complètement décalés. Je vous rappelle qu'avec 10% d'industrie dans notre création de richesse, les seuls pays de l'Union européenne qui sont derrière nous, c'est Chypre, Malte et Luxembourg. Je ne sais pas si j'ai envie de comparer l'économie française à l'économie de ces pays-là. Le deuxième point, c'est qu'on s'est un peu précipité. On a dit, allez, en 10 ans, on va rejoindre la moyenne européenne. En fait, l'industrie, c'est du temps long. Ça va demander du temps pour rejoindre cette moyenne. Et donc, à l'horizon 2035, c'était la question qui nous était posée. On a défini un objectif qui est à la fois très ambitieux, je le rappelle, mais aussi réaliste, qui est de rejoindre 12 ou 13% d'industrie dans notre création de richesse. Comme je considère que les points de PIB, c'est pas vraiment un langage qui va parler à tout le monde, on a essayé de traduire ça dans une autre formulation qui est, à l'horizon 2035, nous pouvons avoir une balance commerciale en biens équilibrée, vendre autant de biens manufacturés à l'extérieur de la France qu'on en achète. Ça résonne assez bien avec notre souhait de souveraineté. Et puis, il faut savoir que l'ambition, elle est claire derrière. Aujourd'hui, notre déficit de balance commerciale, il oscille entre moins 50 milliards à moins 100 milliards d'euros par an. Récupérer ça, c'est quand même rétablir un équilibre fondamental de notre économie. Voilà. Donc on a posé le paysage. Et on va maintenant essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe maintenant à très court terme et puis qu'est-ce qui pourrait se passer à moyen terme pour que les choses aille mieux, que la réindustrialisation se déroule comme on peut l'espérer, et puis aussi qu'on sorte du travail qui ne paye plus. Antoine Fouché, pour reprendre le titre de votre dernier ouvrage, publié aux éditions de l'Aube, tandis que votre ouvrage, Olivier Luancy, s'intitule « Réindustrialiser le défi d'une génération ». Il est publié aux éditions Les Déviations. 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. L'industrie française annonce de mauvaises nouvelles, des nouvelles de licenciements. Valeo, Michelin, Auchan, la CGT parle même de 150 000 licenciements à venir. On a évoqué cette préférence française pour les services, héritée des années 70. Nous sommes en compagnie d'Antoine Fouché. Vous êtes président du cabinet Quintet, spécialiste des questions sociales. On vous doit sortir du travail qui ne paye plus aux éditions de l'Aube. Olivier Luancy, vous êtes enseignant à l'école des mines. Vous avez publié Réindustrialiser le défi d'une génération aux éditions Les Déviations. Et je dois dire qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui disent en substance dans les mails qu'ils m'adressent que l'industrialisation, c'est aussi quelque chose qui est combattu par des actionnaires qui veulent des dividendes importants, peut-être plus importants que ce que l'industrie peut produire. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Luancy ? Alors, on l'a évoqué en première partie, une politique industrielle, c'est aussi la capacité de financer des projets industriels. Et on va parler en taux de retour sur investissement. On a une économie qui s'est financiarisée énormément depuis les années 90. Et la référence quand vous investissez dans une entreprise, qu'elle soit de service ou industrielle, quand vous êtes un investisseur, quelque part, c'est indifférent pour autant que le retour soit bon. C'est à peu près le mythique 15% de retour par an. Il y a des très très beaux projets industriels qui sont à 10%, qui font de l'économie circulaire, de la durée, peu de risques, qui développent l'emploi dans les territoires. Et aujourd'hui, ces projets-là ont de la peine à se financer. Notre système bancaire et financier n'est pas conçu pour ce type de projet-là. C'est une des limites que nous avons dans notre réindustrialisation. Il y a plein de projets de PMI et d'ETI ancrés dans les territoires qui ne voient pas le jour parce qu'elles ne trouvent pas leur financement dans le système bancaire actuel. Donc il y a une des propositions du livre que vous avez mentionné qui est de créer des fonds régionaux. Initiative politique régionale, gestion privée pour ne pas avoir de dérive comme on en a connu il y a quelques années, quelques décennies, collecte de l'épargne individuelle. Nous, les Français, nous avons une épargne financière extrêmement confortable. 6 600 milliards d'euros d'épargne financière, alors que seulement, excusez-moi pour le seulement entre guillemets, 200 milliards suffiraient à financer notre réindustrialisation. Un taux de retour mieux que le livret A pour ceux qui mettraient 1 000 euros, 2 000 euros ou 3 000 euros dans ces produits. Et puis surtout, la fierté d'utiliser un petit bout de son épargne pour développer l'économie de son territoire, de sa région.
région. C'est des outils qui existent, mais ils sont encore tout petits. C'est pas politique. Vous en trouvez en Bretagne, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France. C'est des régions avec des couleurs politiques assez différentes l'une de l'autre. Et on pourrait passer, non pas à 100 millions, mais à 1 milliard par région. Et à ce moment-là, on créerait une véritable dynamique d'investissement dans des projets industriels rentables. Encore une fois, il faut une rentabilité pour développer l'entreprise, pour investir, mais plus long terme, dans la durée. Mais pourquoi ça n'est pas plus fait ou plus connu? Parce que d'après ce que vous racontez, évidemment, tout le monde aurait envie, en tout cas si on le peut, d'investir dans ce type de démarche. Parce que la réglementation pour collecter l'épargne de chacun d'entre nous est extrêmement contrainte. On a un système qui est un peu dual. Vous pouvez miser sur une plateforme internationale dans des bitcoins qui sont extrêmement risqués et l'État ne dit rien sur ce sujet-là. Mais si vous voulez placer votre épargne dans un produit financier régulé par la France, les contraintes sont énormes. Je vais prendre un exemple. Le Conseil régional de Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place un de ces produits. La directrice de son développement économique en témoigne. Ça a été d'une complexité énorme. Il y a une barrière à l'entrée, légitime ou pas, c'est un débat qu'on peut avoir, pour collecter l'épargne de chacun d'entre nous afin de le placer sous l'autorité d'un conseil régional avec une gestion privée et l'ensemble pouvant même peut-être donner une garantie en capital. On a maintenant une possibilité. Ça fait partie des outils. Quand je vous disais en début d'émission que nous n'avons pas exploré l'ensemble des leviers d'une politique industrielle, ça fait partie des leviers sur lesquels nous ne sommes pas allés pour aider au développement des PMI et des ETI ancrés dans les territoires et qui représentent les 2/3 de notre potentiel de réindustrialisation. Alors l'autre question, Antoine Fouché, c'est la question des salaires. Là aussi, on l'a évoqué avec Michelin, dont je disais qu'aujourd'hui, ils licencient, mais préalablement, ils avaient parlé de salaires décents. Donc, il y a une forme d'incohérence dans cette communication. Et vous nous expliquez que des salaires décents n'étaient pas du tout un obstacle à la compétitivité de l'industrie. Oui, c'est pas un obstacle parce que c'est ce qui me permet la mobilisation, la productivité, l'investissement, la motivation au travail, une meilleure organisation du travail, un turnover plus faible, une fidélisation plus grande. Et donc, à la fin, c'est un investissement, un salaire décent, c'est un investissement qui a un retour et qui permet de s'y retrouver, y compris financièrement. Et justement, lorsque l'on parle de salaire, parce que bien souvent, les salaires dans l'industrie sont considérés comme étant bas. Qu'est-ce que l'on observe ailleurs dans les tentatives de réindustrialisation? Parce que c'est aussi pour cela que la France a tourné le dos à l'industrie en se disant que plus les Français iraient vers les services, mieux ils seraient payés. Bon, aujourd'hui, il y a des déconvenus. Oui, alors ça, c'est un préjugé national assez répandu, parce qu'en moyenne, les salaires dans l'industrie sont plus élevés que dans les services, 30 à 40%. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, dans notre pays, le sentiment et la réalité de beaucoup de personnes, c'est que le travail ne paye plus, ne permet plus d'améliorer son niveau de vie. C'est qu'on a beaucoup moins d'emplois industriels. Il y avait 4 personnes sur 10, 4 travailleurs sur 10 qui travaillaient dans l'industrie il y a 40 ans. Il n'y en a plus qu'une sur 10 aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que la réalité d'un travail qui ne paye plus est vécue par de plus en plus de personnes. Après, la difficulté des salaires aussi dans l'industrie en France, ce sont les charges. Et ça, c'est pas un discours patronal classique que personne ne peut vérifier. C'est dans tous les comparaisons internationales qui sont disponibles sur l'OCDE, le FMI, etc. On voit qu'il y a un choix de faire financer notre protection sociale par le travail plutôt que par autre chose. Et les grands pays industriels, l'Allemagne, les pays d'Europe du Nord, ont fait d'autres choix. Et donc, lesquels? De faire financer, par exemple, par la consommation, par la TVA. Donc d'augmenter la TVA? Augmenter la TVA. Mais à la fin, les travailleurs sont gagnants, parce que si vous leur rendez 100 en pouvoir d'achat d'un côté et que vous leur prenez 35 de l'autre, à la fin, ils ont gagné sur 65. Ceux qui perdent, c'est ceux qui gagnent leur argent autrement qu'en travaillant. On pourrait augmenter la TVA encore en France? On est l'un des pays d'Europe qui taxons la consommation le moins. C'est-à-dire que notre préférence pour la consommation plutôt que la production, elle se voit dans notre fiscalité aussi. C'est-à-dire on a sur la fiscalité de la production, par exemple, elle est 3 fois plus importante, enfin 4 fois plus importante même, sur une base industrielle 3 fois moins forte. Donc on taxe 7 fois plus pour la même valeur ajoutée, les industries françaises. En revanche, la consommation, on la taxe moins qu'en Allemagne. Et ça, c'est un choix
politique qu'on a fait, la préférence de la consommation par rapport à la production, qui amène notamment au travail qui ne paye plus. Et c'est un choix que d'autres pays n'ont pas fait. Ils ont fait l'inverse et ils n'ont pas les mêmes problèmes de travail qui ne paye plus que nous. Alors, l'autre question qui est souvent évoquée, c'est la question de la formation. Là, on a une véritable usine à gaz sur le marché de la formation. C'est quelque chose qui coûte très cher, c'est un pognon de dingue et des résultats qui sont, comment dirais-je, insatisfaisants. Olivier Lancy. Alors ça aussi, c'est une découverte de cette mission dont la synthèse est dans le livre que vous avez cité. Hein. C'est que nous formons aujourd'hui en France suffisamment de personnes au métier industriel pour faire notre réindustrialisation. Et pourtant, immense paradoxe, nous avions encore il y a quelques mois 60 000 postes vacants dans l'industrie. La difficulté, en fait, alors on peut toujours mieux former aux meilleures compétences, dans les bons territoires, etc. La question de la carte des formations sera un sujet infini. Mais le vrai sujet, c'est que 50% des jeunes formés et diplômés au métier industriel, c'est du CAP jusqu'au bac+3 dans la façon dont je vous le définis là, 50% des jeunes diplômés ne rejoignent pas l'industrie. En fait, on a un taux d'évaporation absolument fou. Et ça, c'est lié non pas au fait qu'on n'a pas de formation, elles existent, elles sont financées, elles nous coûtent 2 à 3 milliards d'euros d'argent public tous les ans. Donc nous avons suffisamment de ressources pour former les compétences à notre industrie, à notre réindustrialisation, mais nous n'avons pas expliqué en amont l'attractivité de ces métiers auprès des jeunes. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion, l'image que nous véhiculons auprès des jeunes, c'est l'industrie telle qu'elle était dans les années 80. Alors c'est plus Zola, c'est plus non plus Charlie Chaplin, ça c'est bien déjà, on a dépassé ça, mais on est coincé en termes d'image comme dans les années 80, c'est-à-dire tous les efforts de robotisation, de cobotisation, d'industrie 4.0 qui ont éliminé les tâches. Cobotisation. Le cobo, c'est un robot qui peut travailler avec vous et qui suit vos gestes, qui n'est pas une menace de sécurité. Sinon, un robot, c'est quelque chose qui peut vous heurter. Et donc, tous ces progrès qui ont été faits depuis les années 80, on ne les a pas dans l'image collective que nous transmettons aux jeunes. Et ces progrès-là ont donné des postes de travail moins répétitifs, plus agréables, plus épanouissants. Et ça, on ne l'a pas communiqué collectivement. On n'a pas travaillé sur l'attractivvie de ces métiers. Jean Lémarie. Qui est responsable de cette situation aujourd'hui ? Les industriels qui n'ont pas assez promu la réalité du travail dans leurs entreprises, ou l'État, ou les politiques qui se sont succédés et qui pourtant n'ont eu à la bouche que le mot industrie, là, ces toutes dernières années en tout cas. Alors là-dessus, j'ai un point de vue qui tranche un petit peu. On a toujours l'impression de dire « Ah, c'est la faute de l'État ». Il y a deux choses qu'on aime bien dire, c'est la faute de l'État ou c'est la faute de l'Europe. En l'occurrence, je pense que l'image des métiers industriels, c'est la responsabilité de la famille de l'industrie. Et quand je parle de la famille de l'industrie, je mets aussi dedans les syndicats. Pour moi, c'est les mieux placés pour expliquer à nos jeunes tout ce qui reste à faire. Et encore une fois, il y a encore des progrès à faire sur la qualité des postes industriels, mais aussi tout ce qui a été fait et tous les progrès qui ont été faits depuis 40 ans que nous n'avons pas véhiculés, que nous n'avons pas communiqué, ni expliqué aux jeunes, comme quoi il est possible vraiment de s'épanouir dans des boulots industriels. Je vous recommande un podcast, elle s'appelle Les Meufs de l'Industrie. C'est aussi sur le sujet de la féminisation de l'industrie. Ce sont des jeunes femmes qui s'épanouissent dans des travaux, dans des postes industriels et qui l'expliquent et qui expliquent leur propre expérience. C'est du vécu, c'est de l'émotion, c'est fantastique. Vous verrez là qu'il y a une différence énorme entre l'image que nous continuons à véhiculer collectivement et des expériences individuelles. Le jour où on est capable de répondre, de réduire cet écart-là, on aura de la vraie attractivité de nos métiers industriels et les 2 à 3 milliards d'euros qu'on met dans la formation aux métiers industriels tous les ans seront véritablement valorisés. On n'aura pas ce taux d'évaporation de 50%. Ça, c'est la responsabilité de la famille de l'industrie. L'État pourrait aider à mettre quelques moyens, pourquoi pas, mais la responsabilité première, c'est celle de la famille de l'industrie. Antoine Fouché. La responsabilité est partagée, c'est-à-dire pour aller dans le sens de ce que dit Olivier, la bataille de la communication sur l'attractivité des métiers, c'est l'affaire de l'industrie et elle n'a pas été gagnée. Alors, elle a été engagée peut-être un peu tard, mais je donne un exemple très concret. Est-ce que vous savez quel type de métier vous avez dans la vraie vie quand vous avez un CAP de chaudronnier ? Vous fabriquez des ailes d'Airbus et des pales d'hélicoptères chez Eurocopter. Et donc, il y a un décalage énorme. Ajusteur-fraiseur.
Ouais, voilà. On Il y a- ne dit plus il y a- chaudronnier, je Non, crois. et donc il y a un décalage énorme entre l'intitulé du diplôme et puis la réalité du métier. Mais l'État a quand même une responsabilité aussi, c'est-à-dire que il pourrait faire au moins deux choses. C'est un, ouvrir partout où il y a des besoins sur le territoire l'ensemble des formations dont l'industrie a besoin, parce que il y a des formations qui sont ouvertes et qui ne sont pas remplies, mais il y a aussi des territoires où il y a des besoins et où les formations ne sont pas ouvertes, et ça, c'est une lourdeur bureaucratique. Et puis la deuxième chose, c'est que, et ça suppose vraiment un volontarisme industriel, c'est de communiquer sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire sur la réalité des salaires. Et ça, il y a une espèce de pudeur de l'État, de l'éducation nationale là-dessus. Mais si à chaque fois vous choisissez une formation, par exemple derrière Affelnet ou derrière Parcoursup, vous avez un ordre de grandeur du salaire auquel vous pouvez prétendre après cette formation-là. Alors, c'est pas français du tout comme manière de faire. On parle d'argent tout de suite, le diplôme au service de l'argent, etc. Mais ça permettrait à l'ensemble des familles de prendre conscience que quand on choisit la voie industrielle, on a beaucoup plus de chances d'être mieux payé tout de suite et ensuite, en plus, d'avoir une progression de salaire que quand on choisit la voie des services. Évidemment, tout ça, c'est des moyennes. Et alors, justement, là-dessus, Olivier Luancy, en parlant de moyenne, donc on a évoqué cet objectif qui vous paraissait irréaliste quand vous avez fait ce fameux rapport qui est arrivé dans les tiroirs, car on ne voulait pas le montrer. Donc cet objectif de 15% du PIB pour l'industrie, il vous paraissait irréaliste. Mais alors ce qui est très étonnant, c'est qu'on s'aperçoit que cet objectif, ou plus exactement le niveau donc de l'industrie française, il est en deçà d'un certain nombre de pays qui sont pourtant des pays qui ont des salaires plus élevés que les nôtres. Je pense par exemple à la Suisse, mais aussi bien sûr à l'Allemagne. L'Allemagne est un exemple évident. Comment font-ils? Est-ce qu'il serait imaginable que la France les rattrape? Puisque là, on voit bien que la question du salaire n'a pas été un frein à l'industrialisation de ces pays. Exactement. Alors, quand j'ai dit qu'il est réaliste à 10 ans, et si on se donne un peu plus de profondeur, c'est-à-dire à 15 ans ou à 20 ans, d'où le titre du bouquin, le défi d'une génération, en parlant d'une génération tous les 20 ans, on peut retourner il n'y a pas d'obstacle majeur, dur, au fait qu'on ne rejoigne pas cette moyenne européenne. Et pour reprendre votre élément, oui, c'est assez marquant. On a toujours dit l'industrie, c'est une activité pour les pays à bas coût. Oui, mais l'Allemagne n'est pas un pays à bas coût. Elle a 20% d'industrie dans sa création de richesse, 2 fois plus que nous. La Suisse, c'est pas un pays à bas coût, c'est 17 à 18%. Mais qu'est-ce qu'ils font les Suisses? Alors je crois qu'ils fabriquent des Thermomix. Alors, Il n'y a pas que des Thermomix. En fait, ce qu'il faut, Si, il n'y a je- pas une solution unique, mais c'est exactement ce qu'on a dit en début d'entretien, c'est qu'une politique industrielle, ce n'est pas une seule chose, c'est un ensemble, c'est un écosystème qu'on rend favorable. Par la formation, on n'a pas parlé du Made in France, acheter du Made Non, mais in France, attendez, Olivier etc., Luancy, etc., etc. l'écosystème, on est tous d'accord, mais il y a un moment où donc, il y a une question salariale, et le cas de la Suisse, il est intéressant parce que les salaires sont extrêmement importants. Alors, est-ce que ça veut dire que les Suisses sont spécialisés dans des industries de luxe? Je ne sais pas, ils font des montres, par exemple, je crois qu'historiquement, c'était le cas. Bref, des industries qui supportent à la fois des salaires élevés et des compétences très élevées. Est-ce qu'on est sur ce type de mystère, ou bien y a-t-il d'autres explications? Alors, ça l'est, mais en partie seulement. Là aussi, on a encore une forme de biais cognitif. En France, on pense qu'il faut se focaliser uniquement sur les productions à très haute valeur ajoutée. Sauf que quand vous faites, par exemple, un Airbus ou un produit à très haute valeur ajoutée, derrière ça, pour le réussir, pour qu'il soit compétitif, il faut que vous ayez un outil avec de la mécanique de base, de la plasturgie, plein de métiers industriels qui sont des métiers traditionnels. Donc, il n'existe pas une industrie qui serait positionnée uniquement sur les produits à haute valeur ajoutée. Et c'est vrai en Suisse, c'est-à-dire encore une fois, il y a un tissu industriel qui est diversifié, mais avec un écosystème qui fait de la préférence suisse, un écosystème fiscal, un écosystème de formation qui fait encore une fois, qui aboutit au résultat qui a déjà été énoncé par Antoine, c'est que des salaires élevés, certes, ça a un impact sur le résultat, mais ce n'est pas nécessairement un obstacle à la réindustrialisation, contrairement à ce qu'on nous a fait penser pendant des décennies sur ce modèle. La délocalisation, c'est parler sur les pays à bas coût.
Antoine Fouché. Et puis surtout, la différence qu'on a avec l'Allemagne, l'Europe du Nord, etc., c'est que ce sont nos salaires nets qui sont plus faibles, mais en salaire super brut, c'est-à-dire une fois le coût total pour l'employeur, et en réalité, ce que gagnent vraiment les salariés, c'est à peu près la même chose en France, en Allemagne, en Suisse, etc. Donc, ils ont des salaires plus élevés facialement, parce que les salariés, eux, sont mieux payés, mais c'est parce que la différence entre ce qu'ils gagnent et ce qu'ils gardent sur leur compte est plus faible. Et encore une fois, on revient sur ce sujet qu'il faudra qu'on traite à un moment donné ou un autre. Si on veut une réindustrialisation dans le long terme, il n'y a aucun pays qui a maintenu une industrie ou qui s'est réindustrialisé et qui n'a pas fait un changement sur son modèle de protection sociale. Garder la même protection, mais le financer autrement. Vous pouvez pas... Ça veut dire quoi, garder la même protection et si le financer autrement? Les dépenses de protection sociale en France, c'est 850 milliards. Donc, on a l'une des meilleures, ou en tout cas des plus chères, protections sociales du monde. On peut garder la même et réindustrialiser. Mais la condition pour faire les deux, le même modèle social français et retrouver de l'industrie, c'est de financer notre protection sociale autrement. Si on ne fait pas ça, Non, ça, on n'y arrivera j'ai pas. bien compris, mais autrement comment? Autrement, alors là, il y a plusieurs manières de le faire, en essayant de répartir la charge qui est aujourd'hui uniquement sur le travail, sur d'autres sources de revenus. Et c'est là qu'on ouvre la question sur la rente, l'héritage, les retraites et la consommation. Et même question, Et c'est pour ça que Antoine c'est Fouché, parce que... qui sourit. C'est pour ça qu'on le fait pas en fait. Pourquoi vous C'est parce- souriez, Jean Lémarie? Parce que politiquement, c'est extrêmement lourd, extrêmement lourd. Et c'est pour ça qu'on le fait pas. Mais c'est aussi parce qu'on le fait pas qu'on est l'un des pays les plus désindustrialisés d'Europe. On est passé vite sur ce qu'a dit Olivier tout à l'heure, mais on a quasiment, en pourcentage de la valeur nationale, le même niveau d'industrie que Chypre et que la Grèce. On n'en a pas conscience. On l'a dit, mais vous faites bien de le répéter. Antoine Fouché, en conclusion, parce que je pense que c'est important, on arrive dans une période où il va y avoir des licenciements, on va de plus en plus parler du chômage, donc on parlera de moins en moins de salaire et de pouvoir d'achat. Or, vous l'expliquez bien dans votre livre, il n'y a pas nécessairement d'incompatibilité entre une augmentation des salaires et une diminution du chômage. Non, tout à fait. Et là aussi, ça rejoint le coin fiscalo-social, comme on dit techniquement, c'est-à-dire la différence entre ce que les gens gagnent et ce qu'ils gardent pour eux. Ce qui crée potentiellement du chômage, c'est le coût total pour l'employeur. Et ce coût total, effectivement, il est assez élevé en France. Et il faut faire attention à pas l'augmenter. Mais on peut travailler à une amélioration des salaires en diminuant cette différence entre ce que les gens gagnent et ce qu'ils gardent sur leur compte. Je prends juste un exemple. Le salaire médian en France, c'est 2100 euros. Il y a 50% des gens qui gagnent plus, 50% des gens qui gagnent moins. Mais quand vous recevez sur votre compte 2100 euros, en réalité, vous en avez gagné 3600. Et donc, si on diminuait cette différence entre 2100 et 3600, on ne créerait pas un seul chômeur de plus parce que le coût pour l'entreprise resterait le même et on rémunérerait mieux le travail. Merci beaucoup Antoine Fouché. Je rappelle le titre de cet ouvrage où il est question donc des salaires plus élevés et un chômage qui diminue. Sortir du travail qui ne paye plus, c'est aux éditions de l'Aube. Merci Olivier Luancy. Réindustrialiser le défi d'une génération, c'est aux éditions des Déviations. Dans quelques instants, le journal d'Anne Lorchouin et mes camarades François Saltiel, Lucille Como.